terrain de football. En ce temps-là, il y avait la séparation. Les Africains, les Congolais, ils avaient leur championnat. Les Européens avaient leur championnat aussi. À Kinshasa, il y avait le cercle, l'amicale portugaise, les nomades, encore qui, l'équipe de société. C'était les Européens entre Européens et Africains contre Africains. Tout était séparé. Même dans les magasins, la caisse de blancs était à part et de noirs aussi à part. Il y avait des magasins où les noirs ne rentrent pas que de blancs. Après 21h, vous ne pouvez plus vous voir sur les routes. Il y avait le clairon qui sonnait et puis tout le monde devait rentrer chez eux. Dans ce contexte d'opposition raciale, un homme va tenter d'infléchir le joug colonial, le père Raphaël de Lakétul de Riov. Celui que les Congolais surnomment par respect Tata Raphaël a compris que l'émancipation des Congolais va dans le sens de l'histoire. Il était tout à fait atypique et il n'avait pas des vues qui étaient nécessairement celles de l'esprit de l'époque selon lequel on dirigeait une administration coloniale. Il voulait promouvoir le progrès du Congolais à l'époque. Et c'est d'ailleurs dans son école, c'est là où sont parties toutes les grandes personnalités, les premières grandes personnalités du pays. Les premières universités sont sorties de l'école de Kinshasa. Le père de Lakétul lance un ambitieux programme scolaire. Le second pilier de son action est le sport, et plus particulièrement le football. Il crée un gigantesque centre omnisport à Léopoldville, comprenant des cours de tennis, des terrains, un bassin de 4000 m². Il fait assécher les marais pour y construire les stades géants du roi Baudouin et de la reine Astrid. Il dirige personnellement ces travaux pharaoniques. Nous étions la main-d'œuvre. Nous étions bonga, tout. Nous étions les main-d'œuvre. Chaque mardi, on allait faire des travaux manuels, on portait du sable pour pouvoir construire des tribunes. Le stade de Tata Raphaël, ça c'était un joyau d'Afrique, parce qu'en Afrique, il n'y en avait pas un stade comme ça. 80 000 personnes, en ce du temps colonial là. Il n'y avait pas d'obstacle devant lui. Lui, il fonçait. Il allait commander de l'argent dans sa famille même. Vous savez, chaque fois qu'il venait en Belgique, il allait trouver tout le monde. Et on savait pourquoi. C'était notamment parce qu'il nous demandait de l'aide concrète. Et il allait voir tout le monde. Pas seulement les industriels et la famille, mais aussi les officiels, l'administration. De la folle énergie de Tata Raphaël sortent progressivement les prémices du football congolais. La récréation ou bien les vacances, c'est le football. Vous devez jouer au football. Les élèves qui ne voulaient pas aller à l'école ou qui s'enfuyaient ou qui faisaient l'école buissonnière, ils leur donnaient parfois un petit coup de bottine, gentiment, pas très fort, un petit coup de bottine. Et alors, à ceux qui n'allaient pas jouer au football, parce que c'était devenu, ils l'avaient rendu obligatoire dans la cour de récréation de l'école, ils donnaient amicalement un petit coup de clé dans les mollets. Il organisait des championnats interscolaires comme ça. Et on jouait pendant toute une journée entière. Et il a transformé ça en des équipes par quartier. Et donc il y en avait beaucoup plus. Et puis progressivement, il a réuni toutes ces équipes au niveau de toute la ville, et puis toute la région, et puis tout le Congo. Et donc il a formé des équipes nationales qui étaient devenues très fortes. Cette équipe nationale, surnommée les Lions, sera reprise par Mobutu après l'indépendance. Tata Raphaël ne connaîtra jamais cet héritage. Malade, il retourne en Belgique pour se faire soigner et y décède en 1956. Les Congolais ont envoyé une pétition signée par énormément de monde, et notamment des ministres, parce que beaucoup de ces anciens élèves étaient devenus ministres et qui ont demandé de le rapatrier. Alors il a été rapatrié. Il est arrivé, il y a eu un cortège énorme. Vraiment, tout Kinshasa était là. Et c'était le retour d'un Congolais parmi les siens.
Les premiers matchs initiés par Tata Raphaël entre équipe noire et équipe blanche se poursuivent. Triste retour de l'histoire, ils ouvrent la voie aux émeutes et à la colère raciale. En 1957, l'Union Saint-Gilloise, équipe professionnelle belge, rencontre une sélection congolaise à domicile. Le modèle colonial belge n'y résistera pas. Il y a eu un joueur de l'Union, le nom j'ignore, a marqué le premier but dans des conditions douteuses. Et nous avons eu la même occasion et dans des conditions presque identiques. Et on marque, mais l'arbitre a mis nul le but. Mais après le match, le public était énervé. Les Congolais ont commencé à jeter des pierres sur les voitures, les Européens là-bas, tout un tas d'histoires. On a constaté les gens fouiller à gauche, à droite. Alors nous, on a vite senti notre oncle qui est venu. Ah, venez, on est en train de tuer les Blancs. Ça a déclenché les prémices de l'indépendance. Indépendance, le mot est lâché. Il est dans toutes les têtes, mais ignoré. Les grands clubs portugais, pays africains à briller internationalement. Dès 1956, le charismatique Kwame Nkrumah mène son pays à l'indépendance. Nkrumah, par la force de sa vision politique, est la figure de proue de tout le continent. Il va bâtir un football de légende, l'âme du ballon rond africain. You know, Nkrumah in his own wisdom was using football especially for his political ambitions. We were the first African country south of the Sahara to gain independence. Nkrumah was well ahead of most of the African head of states. That is why in his speech he said the independence of Ghana is meaningless unless it is a link up with the total liberation of Africa. So he decided to help most of the African countries to get their independence. Nkrumah et son ministre des Sports, Oenedjan, envoient Sike Jamfi se former au Fortuna Düsseldorf, en République fédérale d'Allemagne. Premier joueur noir dans ce pays, il séduit par son talent. Mais il doit abandonner une carrière internationale prometteuse quand Nkrumah le rappelle au pays pour entraîner les Black Stars. La nouvelle équipe nationale s'apprête à éblouir l'Afrique. Sike leur apporte de l'étranger des techniques révolutionnaires. I was the only person, or the Ghana was the only person who were playing 4-2-4 system. And we started behaving as if we were world champions. We were winning all our matches. Say 6 goals, 7 goals, 10 goals, we give it to you. I remember Ohinijan showed me one of the letters that Kenya Football Association wrote to him, that they are inviting Ghana to come and exhibit the Ghana brand of football for them to see. And truly, when we got there, our match against the Kenyan national team, the Black Stars beat them 13 goals to 2 in 1965. So the Black Stars were a shining example to most of the African countries. Menés d'une main de fer par Sike Jamfi, les Black Stars remportent 2 Coupes d'Afrique successives, en 1963 et 1965. C'est la consécration. La chute de Nkrumah en 1966 entraîne celle d'Oenedjan et de son entraîneur vedette. Les Black Stars sont freinés dans leur élan. Ils dominent une 3e fois la CAN en 1978, puis une 4e en 1982 sous la direction à nouveau de Sike Jamfi. En 2010, les Black Stars étaient encore en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sur un demi-siècle, ils ont inspiré tout un continent et encouragé les ambitions des pays africains. Mobutu. Le Ghana, on a commencé le match, c'était une démonstration de footballistique extraordinaire. On a pris une raclée de 3-0. Ils étaient même un peu... Ils nous ont ridiculisés tout à fait. Ils prenaient la balle, ils s'asseyaient dessus, les joueurs congolais tournaient autour. On courait après, on ne parvenait pas.
Et en présence de qui, à cette époque, en présence de Mobutu, qui était là. Ah là là, quelle affaire. Alors, suite à cette défaite, et alors les voix se sont élevées et dit, mais pourquoi on n'appellerait-on pas tous ceux qui sont en Europe pour venir un peu aider la sélection congolaise pour pouvoir remonter le niveau footballistique? Vexé, Mobutu reprend en main l'équipe nationale, les Léopards, et convoque les Belgicains, ces joueurs congolais embauchés avant l'indépendance par les clubs belges. L'affront ghanéen doit être lavé. Cette équipe-là, bon, disons, elle a quand même réussi rapidement à faire des résultats, puisqu'elle a été championne d'Afrique en 68, toujours contre le Ghana, quoi. Mais avec quand même beaucoup de joueurs locaux aussi. La politique sportive de Mobutu porte rapidement ses fruits. L'équipe congolaise est victorieuse et gagne sa qualification pour la Coupe du Monde contre le Maroc. L'année 74 est une année faste pour le Congo, qu'on appelle désormais le Zaïre. Tous les regards se tournent vers Kinshasa. Le président Mobutu finance le concert événement qui, de James Brown à Miriam Makeba, réunit les plus grands noms de la musique noire. Ce concert précède et annonce le match du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa. Dans le même temps, les Léopards se préparent. Mobutu lève un impôt spécial pour financer leur voyage et leur entraînement. Oui, 74, c'était dans l'histoire la première équipe noire en Coupe du Monde. Ça, c'était quand même un précédent. Et on attendait beaucoup. Maintenant, on va aller représenter l'Afrique à la Coupe du Monde. On s'est posé des questions. Et comment ça va être cette histoire-là? C'était vraiment une lourde tâche. Une lourde tâche. C'est pour cela que le président de la République avait mis tous ses moyens pour qu'on essaye un peu de venir en Europe et faire des matchs amicaux un peu partout là, pour ne plus avoir peur de tout ce monde-là. Et c'est ça qu'on avait fait. J'ai entraîné l'équipe jusqu'à les éliminatoires. On a gagné des matchs des éliminatoires. Et à un moment donné, vers la fin, on a pris M. Vidinik, et c'est lui qui m'a remplacé. Il restait seulement 2 matchs. On voulait plutôt un blanc, parce que croyons que ce blanc allait faire le miracle. Jazzy. Sur Jacques. Et le comble de tout, il y a eu 9-0 contre la Yougoslavie, je crois. 9-0. Katalinski. Badjevic. Bodjicevic sur corner. Mi-temps 6-0. On a été beaucoup injuste avec cette équipe parce que on a retenu que le 9-0. On n'a pas retenu ce que cette équipe a représenté et pourquoi elle a échoué. Parce qu'il faut expliquer pourquoi elle a échoué. Elle n'a pas échoué sur le plan football. Elle a échoué parce que l'environnement autour d'elle était malsain. Les dirigeants, ceux que Mobutu a envoyés pour accompagner l'équipe, je n'ai jamais vu des gens, des prédateurs comme cela. Parce qu'ils sont venus chercher l'argent, la banque était à côté. Ils ont pris l'argent, ils sont partis. Et nous, on attendait toujours notre argent, on ne voyait pas. C'est la raison pour laquelle on a bafoué, saboté. On a saboté ces matchs contre la Yougoslavie. Les joueurs zaïrois font acte de présence et ne jouent pas vraiment. Quelle occasion ratée pour l'Afrique. Tout le sport continental accuse le coup et voit son ascension ralentie. Voilà, le compte y est et l'addition est lourde pour le Zaïre.